Bienvenue dans notre exploration du jour. On part d'une idée assez fascinante, je trouve. Et si les stratégies derrière une invention lyonnaise du 19e siècle pouvaient nous éclairer sur les géants du streaming d'aujourd'hui? Ah oui, le parallèle est intéressant. C'est le pari qu'on fait aujourd'hui en parlant du cinématographe des Frères Lumière. Plus qu'une prouesse technique, on va voir que c'est vraiment une révolution industrielle, culturelle, née à Lyon. Tout est fait. Notre discussion s'appuie sur des extraits d'une analyse Lumière, de Lyon à la verticalisation de l'industrie cinématographique. L'objectif, c'est de comprendre comment les Lumières ont créé l'outil, bien sûr, mais aussi poser les bases d'un modèle économique qui résonne encore. Bon, allons-y, déballons ça. C'est une excellente approche. Et pour bien saisir cette histoire, il faut vraiment, comme vous dites, se replonger dans ce Lyon de la fin du 19e. C'est pas n'importe quelle ville à l'époque. Non, c'est un pôle industriel majeur. Exactement. Un creuset d'innovation, avec une expertise très forte en chimie, dans la soie aussi. Le cinématographe, il sort pas de nulle part, quoi. Il est vraiment le fruit de ce terreau fertile. Le terrain était, prêt. Alors justement, parlons de cette famille Les Lumières. Il y a Antoine, le père, photographe, industriel, et puis les fils, Louis et Auguste. On pense souvent à Louis pour le cinématographe. Bien sûr. Mais son génie, il s'est montré bien avant. À 17 ans à peine, il invente les plaques photographiques sèches, les fameuses étiquettes bleues. Et ça, il faut insister là-dessus, c'était absolument révolutionnaire pour l'époque. Avant, les photographes, ils devaient préparer leurs plaques juste avant la prise de vue, les développer tout de suite après. Le procédé humide, très contraignant. Très contraignant, oui. L'invention de Louis, ça rend la photo beaucoup plus simple, rapide, presque prête à l'emploi, vous voyez. C'est vraiment ça qui va faire la fortune de l'entreprise familiale. Et ça établit leur réputation d'experts en photochimie. Une expertise technique, mais aussi industrielle. L'entreprise Lumière, elle devient un poids lourd de l'industrie chimique lyonnaise. La troisième, je crois, derrière les usines du Rhône. Oui, qui deviendront Renault Poulenc. Donc c'est pas une petite affaire d'artisan, hein. Non, clairement pas. Et ce qui est fascinant ici, et c'est crucial pour la suite, c'est que cette maîtrise de la chimie, ça leur donne un avantage énorme. Quand arrive le cinéma, ils savent produire la pellicule eux-mêmes. Le support vierge. Ah oui, la matière première en quelque sorte. Exactement. Donc ils contrôlent d'emblée un élément clé de la chaîne. On voit déjà cette synergie chimie, optique, et bientôt la mécanique. C'est la base de leur futur contrôle vertical. Et l'idée même du cinématographe, alors, comment elle naît? Qui revient de Paris emballé par une machine d'Edison, le kinétoscope. On pouvait voir des images bouger, Oui, mais c'était individuel, il fallait regarder dans un œilleton. c'est ça. Et le défi lancé au fils, c'est comment on projette ça pour tout le monde. Voilà. Le kinétoscope d'Edison, c'était ingénieux, mais c'était une boîte à spectacle individuelle. Et l'appareil pour filmer, le kinétographe, était lourd, encombrant, besoin d'électricité, tournage en studio. Les Lumières, eux, ils visent autre chose. Sortir l'image de la boîte, la rendre collective et potentiellement mobile. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. En un temps record, on parle de moins d'un an, Incroyable, oui. Louis Lumière, avec Auguste, conçoit le cinématographe. Brevet déposé le 13 février 1895, la force du truc, c'est sa polyvalence. C'est un appareil 3 en 1. Entre les images, donc c'est une caméra. Il tire les copies positives, c'est une tireuse. Et il projette sur grand écran, c'est un projecteur. Tout ça dans la même boîte. C'est génial. Mais techniquement, qu'est-ce qui fait la différence clé avec Edison? L'innovation majeure, c'est le mécanisme d'entraînement de la pellicule. Edison, c'était un défilement continu. Louis Lumière, lui, il imagine un système intermittent, avec des griffes, inspiré, dit-on, du mécanisme d'une machine à coudre. Des griffes? Oui, des petites griffes qui s'engagent dans les perforations du film, tirent la pellicule d'une image, s'arrêtent un court instant pour l'exposition ou la projection, se retirent,
remonte et hop, ça recommence. D'accord. Et les avantages concrets de ce système à griffe? Ah, ils sont énormes. D'abord, la qualité de projection. L'arrêt bref devant l'objectif donne une image plus nette, plus lumineuse à l'écran. Ensuite, la cadence allume. Environ 16 images par seconde. Ça suffit pour l'illusion du mouvement et ça deviendra la norme du muet. Ok, netteté, fluidité. Et puis, et ça c'est fondamental, la légèreté et l'autonomie. L'appareil complet pèse moins de 5 kilos. Moins de 5 kilos? Oui, il fonctionne avec une simple manivelle, pas besoin d'électricité. Et cerise sur le gâteau, la fonction tireuse intégrée. On peut faire des copies n'importe où, juste en pointant l'appareil vers une source de lumière. Moins de 5 kilos, manivelle, tireuse intégrée. C'est le jour et la nuit par rapport au matériel lourd et dépendant d'Edison. Absolument. Et si on analyse les conséquences stratégiques de ça, la portabilité, l'autonomie, ça libère la caméra littéralement. On peut sortir des studios. Filmer dans la rue, quoi. Exactement. Aller filmer le monde, la vie, on location, comme on dirait. Donc, ça oriente naturellement le cinématographe vers la capture du réel, les scènes de rue, les événements, les actualités. C'est une rupture énorme avec Edison qui était plus dans le théâtre filmé en studio. La machine influence le contenu, en fait. C'est ça. On peut dire que l'ADN du documentaire, il est déjà inscrit dans la machine lumière elle-même. Avant la fameuse première publique payante, il y a eu une démonstration privée, c'est ça, Hulda? Oui, une étape importante. Le 22 mars 1895, à Paris, Louis Lumière projette devant la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Il montre quoi? Le tout premier film, en quelque sorte, la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Déjà, le choix du sujet est parlant. La vie quotidienne, le travail, une scène banale qui devient un spectacle, même si c'est encore confidentiel. Oui, ça prouve que ça marche devant des scientifiques, des industriels. Mais le vrai baptême public du cinéma, c'est un peu plus tard. On y arrive. Le 28 décembre 1895, la date historique. Première séance publique et payante. À Paris, au Salon indien du Grand Café, boulevard des Capucines. C'est ça. Et le détail amusant, c'est que le premier soir, il y a seulement 33 spectateurs qui payent 1 franc. Voilà, un démarrage très modeste. On est loin du blockbuster, mais le bouche à oreille, Ah, ça marche vite. ça marche à merveille. Très vite, c'est la cohue. D'autres salles ouvrent, à Paris, puis à Lyon, dès janvier 96, rue de la République. Le phénomène est lancé. Et ce premier programme, qu'est-ce qu'on y voit? Ces 10 petites vues animées? Alors il y a bien sûr la sortie de l'usine, mais aussi des scènes très intimes, comme le repas de bébé avec le fils d'Auguste Lumière. Ah oui, très familial. Des instantanés de la ville comme la place des Cordeliers à Lyon. Et puis, la petite surprise, l'arroseur arrosé, le gag du jardinier, considéré comme la première fiction. On peut dire ça, oui. La première petite comédie, la première histoire mise en scène. Ce premier programme est déjà d'une richesse folle, en fait. Il y a le docu-social, le film de famille, la vue en benne, la comédie. Et pour les spectateurs, ça a dû être un choc. Un choc sensoriel total. Les témoignages parlent de stupéfaction, d'émerveillement. Les gens avaient conscience d'assister à la naissance de quelque chose de complètement nouveau, un nouvel art. On raconte même des histoires de panique. Le train qui arrive en gare. Ah oui, et l'anecdote de l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, filmée un peu après, Francis Doublier, un des opérateurs lumière, racontait que des spectateurs reculaient, criaient. Par peur que le train sorte de l'écran. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu enjolivé avec le temps, mais ça montre bien l'impact psychologique incroyable de cette illusion du mouvement sur un public qui n'avait jamais rien vu de tel. Si on replace ça dans le contexte, c'est pas si étonnant. L'ancêtre de nos débats sur la VR, quoi. Et pour adoucir un peu ce choc, peut-être, Antoine Lumière a une idée. Effectivement, face au silence de l'image, et surtout, il faut bien le dire, pour masquer le bruit de la manivelle du projecteur, Ah oui, ça devait faire du bruit. voilà, Antoine a l'idée d'ajouter de la musique. Il engage un pianiste, un certain monsieur Maraval, pour jouer pendant les séances au Grand Café. C'est une façon d'enrober la technologie dans une ambiance plus familière, celle des spectacles. Ça domestique l'invention. Et ça a marché? Tellement bien que la musique d'accompagnement deviendra la norme pour tout le cinéma muet. D'ailleurs, la presse a compris tout de suite. Le Radical, La Poste, des articles élogieux dès le 30 décembre 95. Le succès est là, à Paris, mais les Lumières ne s'arrêtent pas là. Ils lancent une stratégie d'expansion mondiale, très rapide, non Remarquablement rapide et organisé. Et là encore, c'est innovant. Plutôt que de vendre tout de suite leurs appareils ou des licences, ils le font plus tard mais pas au début, ils gardent le contrôle. Comment? Grâce à la légèreté, à l'autonomie du cinématographe. Ils forment à Lyon des techniciens.
des opérateurs missionnaires. Des opérateurs missionnaires, j'aime bien le terme. C'est un peu ça. Ils sont formés à tout, filmer, projeter, développer, tirer les copies. Et ils sont envoyés partout dans le monde avec un appareil et du film vierge, des sortes d'ambassadeurs techniques et commerciaux alors. Exactement. Super polyvalents. Ils arrivent dans une ville, ils trouvent un lieu, un théâtre, un café, ils montrent les films de France pour attirer le monde, et puis très vite, ils filment des scènes locales. Ah et ça doit marcher du tonnerre, hein. Voir sa propre ville à l'écran. C'est un produit d'appel formidable. Les gens adorent se voir leur rue, leur marché. Parmi ces pionniers, il y a des noms comme Francis Doublié qui va en Russie, en Europe, Alexandre Promiot qui fait un vrai tour du monde en 96-97, Égypte, Inde, Japon, États-Unis. Félix Mesguich aussi, un autre chasseur d'images. Donc c'est plus qu'une simple expansion, c'est carrément la création d'un réseau mondial, décentralisé de production et de diffusion. Précisément. Et ce modèle, il anticipe de manière assez bluffante le fonctionnement des futures agences de presse filmées ou même des réseaux TV mondiaux. On produit localement, pour le marché local, mais les meilleures vues peuvent être renvoyées à Lyon, dupliquées et distribuées partout. Le cinéma devient d'emblée un média global. Avec l'actualité comme moteur. Oui, l'actualité et le voyage. Et ça soulève une question intéressante. Sur cette première mondialisation, médiatique, culturelle, grâce à la technologie. Et ces opérateurs deviennent donc les premiers reporters de l'histoire, hein. Ils filment les grands événements. Tout à fait. L'exemple le plus connu, c'est sans doute Francis Doublié et Charles Moisson qui filment le couronnement du tsar Nicolas II à Moscou en mai 1896. Le premier grand reportage filmé. On peut dire ça, oui. Ces images font le tour du monde. Mais leur rôle va plus loin. Quelques jours après, pendant les fêtes du couronnement, il y a une bousculade terrible sur le champ de Kodinka. Des milliers de morts. Oh là là. Et Doublié est là. Il filme les conséquences de cette catastrophe. Il devient un véritable témoin de l'histoire, même dans ses aspects les plus tragiques. L'héritage Lumière, c'est vraiment ça aussi. La naissance du documentaire, du reportage, ce cinéma comme miroir du réel. Pourtant, et c'est là qu'arrive le fameux paradoxe, les frères Lumière eux-mêmes, ils ne semblaient pas y croire sur le long terme à leur invention comme spectacle. Non, c'est ça qui est fou. Louis aurait même dit « Le cinéma est une invention sans aucun avenir commercial ». C'est le grand paradoxe Lumière, oui. Malgré ce succès fulgurant, il voit ça d'abord comme une curiosité scientifique, un outil pour l'industrie, l'éducation peut-être, mais pas comme la base d'un nouvel art populaire durable. Ils sont tellement ingénieurs, industriels de la photo qu'ils ont du mal à voir le potentiel narratif fictionnel. Au point de refuser de vendre leur brevet à Georges Méliès, qui était pourtant prêt à payer cher apparemment. Oui, l'anecdote est célèbre. Méliès, le magicien, directeur de théâtre, y voit tout de suite le potentiel spectaculaire. Il veut acheter un appareil, le brevet, les Lumières refusent. Et il lui conseille même de ne pas investir là-dedans. Exactement. N'investissez pas là-dedans, c'est une mode éphémère. On pourrait voir ça comme une sorte de myopie de l'innovateur, quoi. Trop focalisés sur leur vision technique, documentaire, ils ratent les autres possibilités. Mais ce refus a eu des conséquences inattendues finalement. Des conséquences énormes et rétrospectivement très positives pour le cinéma, parce que ce refus, ça oblige Méliès à se débrouiller tout seul. Il bricole, il adapte, et surtout, il transpose son univers de magicien à l'écran. Les trucages, les décors, voilà. Il invente les trucages, le montage narratif, le studio. Il crée en fait l'autre grande voie du cinéma, la fiction, l'imaginaire, le spectacle. Donc cette erreur des Lumières, involontairement, elle donne naissance à cette dualité fondamentale. D'un côté, la lignée Lumière, du réel, du docu, de l'extérieur. De l'autre, la lignée Méliès, de la fiction, du fantastique, du studio. Deux pôles qui n'ont cessé de dialoguer depuis. Passionnant. Revenons au modèle économique des Lumières. On a parlé du contrôle sur la pellicule, sur l'appareil. Comment il complète ce système ? Eh bien, il complète ce contrôle en amont, chimie, fabrication, par un contrôle en aval, la distribution et l'exploitation. D'abord, avec leurs opérateurs missionnaires qui assurent la diffusion mondiale initiale. Le réseau dont on parlait ? C'est ça. Et puis, ils ouvrent aussi leur propre salle de projection, comme celle de la rue de la République à Lyon. Donc, ils maîtrisent toute la chaîne, production du support, pellicule, fabrication de l'outil, cinématographe, création du contenu, les vues, et diffusion, exploitation, opérateur, salle. C'est un exemple très précoce et très complet d'intégration verticale. Alors, si on fait le lien avec aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit ? Ce modèle de contrôle total de la production à la diffusion, difficile de ne pas penser aux plateformes de streaming, non ? Netflix, Amazon. L'analogie est très pertinente, oui.
La stratégie de fond de ces plateformes rappelle vraiment celle des Lumières, même si les technologies n'ont rien à voir, évidemment. Elles produisent leur propre contenu. Exactement, leurs originals, qui sont un peu les vues lumière d'aujourd'hui. Et elles contrôlent totalement le canal de distribution, leur plateforme numérique qui remplace les opérateurs et les salles. Le but est le même, maîtriser tout l'écosystème pour garder l'abonné et maximiser la valeur. Mais qu'est-ce qui remplace aujourd'hui la maîtrise de la chimie ou du brevet de la machine? Bonne question. C'est là que l'analogie devient plus précise. Ce qui remplace la chimie et la mécanique, aujourd'hui, c'est la maîtrise des algorithmes de recommandation, la gestion des données des utilisateurs, la fameuse data, et l'infrastructure de diffusion numérique. Le contrôle porte moins sur le physique que sur l'immatériel, les flux d'infos, l'attention du spectateur. C'est une verticalisation version numérique, quoi. Avec des défis similaires, peut-être. Et ironiquement, oui. Ces plateformes font face un peu aux mêmes défis que les Lumières et les premiers exploitants. Comment gérer une croissance exponentielle de l'offre de contenu, l'infobésité, tout en maintenant la qualité, la découvrabilité, l'engagement du public en fait. C'est vraiment une perspective éclairante. Alors, pour résumer un peu notre exploration, on a vu l'importance du terreau lyonnais, industriel, chimique. On a décortiqué le génie du cinématographe, cet appareil 3 en 1 portable qui a tout changé. On a un peu revécu la magie rare de cette première projection du 28 décembre 1895. On a suivi l'expansion mondiale via les opérateurs qui a fondé le reportage. Et enfin, ce modèle vertical, précurseur des stratégies des plateformes actuelles. Un modèle économique visionnaire, en plus de l'invention technique. Et n'oublions pas que les Lumières ne se sont pas arrêtées là. Louis développera plus tard l'autochrome, la photocouleur. Et Auguste s'orientera vers la biologie, la médecine. Des inventeurs touchaient tout. Pour une pensée finale peut-être, on pourrait s'interroger sur cette tension fondamentale née dès les origines. D'un côté, cette envie de capter le réel, de témoigner du monde, l'héritage lumière. Et de l'autre, De l'autre, le désir de créer des mondes imaginaires, de raconter des histoires, de faire de l'illusion l'héritage Méliès. Cette dualité, elle continue d'animer toute l'industrie des images, du JT au blockbuster, du docu d'auteur aux effets spéciaux. Chaque nouvelle technologie, la télé, Internet, l'IA maintenant, réinvente les outils. Mais cette tension essentielle entre réel et imaginaire, entre enregistrement et création, elle reste peut-être le moteur le plus profond de notre relation aux images. Comment ça va évoluer encore? La question reste ouverte.